À Antakya, dans le sud de la Turquie, les secouristes s'activent pour trouver les survivants coincés sous les décombres. Notre correspondante Annelise Borges s'est rendue sur place. En Ukraine, explosion meurtrière dans une usine à Kiev. Sur le front, dans l'est du pays, les soldats disent s'attendre à une nouvelle offensive russe. Lors de sa visite à Bruxelles, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré son souhait de pouvoir entamer rapidement des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Le ton monte entre le comité international olympique et l'Ukraine. Le président du CIO demande à Kiev de cesser ses menaces de boycott des JO de Paris 2024. Plus de 3 jours après le séisme qui a semé la destruction en Turquie et en Syrie, l'espoir de retrouver des survivants est mince. Il y a pourtant parfois des miracles. Après 88 heures coincés sous les gravats, un petit garçon et son père ont été sauvés. À Antakya, dans le sud du pays, 3 personnes ont été extraites des ruines en vie. Des exceptions heureuses dans un désastre dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 21 000 morts, dont plus de 18 000 en Turquie et 3 000 en Syrie. Une situation exceptionnelle qui a même poussé l'organisation armée kurde, le PKK, à suspendre ses opérations contre la Turquie, le temps que le pays se relève des blessures du tremblement de terre. En Syrie, les recherches se poursuivent malgré les difficultés d'accès de l'aide humanitaire. Les Nations Unies ont débloqué plus de 23 millions d'euros d'aide pour ce pays déchiré par la guerre. Le premier convoi humanitaire a atteint jeudi les régions du nord-ouest de la Syrie tenues par les rebelles, alors que des milliers de familles passent des nuits glaciales dans des voitures et des tentes de fortune. Pour le secrétaire général de l'ONU, le pays a besoin de plus d'assistance. Just hours ago, the first United Nations convoy crossed into northern Syria through the Bab al-Awa crossing. It included 6 trucks carrying shelter and other desperately needed relief supplies. More help is on the way, but much more is needed. Pendant ce temps, 80 tonnes d'aide humanitaire ont été chargées dans un avion en Grèce à destination d'Adana, dans le sud de la Turquie. Et l'Organisation mondiale de la santé envoie des équipements médicaux aux 2 pays. L'organisation craint une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que le séisme. Conditions for the rescue teams who continue to work to try and find survivors under the rubble are very, very difficult. It's very, very cold, and many of these workers have been sleeping right here, out in the open, burning whatever they can find for heat. Some of them have tents or have managed to find a car. Destruction is so widespread. Everywhere you look, there is a house that has been completely flattened. All these apartment blocks have been damaged. And sirens are non-stop. Authorities are asking people not to go back to their homes. It's not safe. And so every single car around here has a family sleeping inside. The World Health Organization is warning that these people, these survivors who have no access to electricity, heating or running water, are also under great danger. The international pledges for help have been translated into some sort of assistance. Help is reaching these areas, but it's been quite slow coming, and many people here are angry about that. The government says this is a tragedy of unprecedented proportions and that they are trying to do the best they can, but that there was no way they could be prepared for this. The fact of the matter is the roads have also been damaged, and there's an incredible amount of traffic, of people, but also of machinery on those roads. And as you can see, basic services have also been affected. This used to be a hospital here in Antakya, and it's obviously not operating anymore. Annelise Borges in Antakya, southern Turkey, for Euronews. En Ukraine, au moins 4 personnes ont été tuées ce jeudi dans l'explosion d'une usine à Kiev.
D'après les témoins, une dizaine de personnes se trouvaient dans le site au moment de l'explosion. On ignore les causes de ce drame. Dans l'est du pays, les soldats ukrainiens disent s'attendre à une nouvelle offensive russe qui coïnciderait avec le premier anniversaire du début de la guerre. Enfin, signalons cette visite à Moscou du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Italien Rafael Grossi est venu dans la capitale russe pour évoquer la question de la sûreté nucléaire. L'inquiétude porte notamment sur la centrale ukrainienne de Zaporizhzhia, occupée par des Russes. Le président ukrainien a terminé sa tournée en Europe. Lors de sa visite à Bruxelles, Volodymyr Zelensky a réitéré son souhait de pouvoir entamer rapidement des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Un vœu formulé de vive voix auprès des dirigeants de l'UE. Thank you so much. I think I heard. Maybe I wanted to hear. Maybe we want too much. But anyway, so I think I heard that we'll after the recommendation, the result about our recommendations, and we can start opening the dialogue about our future or in EU. Yes, Madam President. La présidente de la Commission européenne a salué les efforts déjà entrepris, tout en précisant que la route vers l'intégration serait encore longue. It is impressive to see how highly professional, with enormous quality, Ukraine is advancing on doing the necessary reforms and working on these 7 steps. For example, the adoption of the anti-corruption strategy, the resumption of the High Judicial Council, the new media law. All these are steps absolutely in the right direction. More needs to be done, but important is to understand there is no rigid timeline. Les dirigeants européens préparent une nouvelle série de sanctions contre la Russie. Bruxelles veut faire payer Moscou pour les destructions causées en Ukraine. Le ton monte entre le Comité international olympique et l'Ukraine. Alors que Kiev menace de boycotter les Jeux olympiques de Paris 2024 si la participation d'athlètes russes et bélarusses sous drapeau neutre est confirmée, le président du CIO, Thomas Bach, affirme qu'une telle action serait contraire à la charte olympique. En visite dans la capitale ukrainienne, la maire de Paris, Anne Hidalgo, ville organisatrice de l'événement, a quant à elle changé d'avis pour se ranger du côté ukrainien. Tant que les Russes continueront à vous bombarder, à cibler vos populations civiles, vos infrastructures, à mener cette guerre, tant que des soldats russes occuperont votre territoire, je ne veux pas que des athlètes russes participent aux épreuves sportives de Paris. Mais cette position ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique française. Sollicité par son homologue Volodymyr Zelensky, le président Emmanuel Macron assure y réfléchir et se prononcera à l'été. Mais selon le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, seul le CIO a le pouvoir de trancher sur cette question. Plusieurs pays européens, dont les pays baltes, la Pologne et le Danemark, ont d'ores et déjà annoncé soutenir l'Ukraine, une décision que Thomas Bach juge extrêmement regrettable. À Saint-Denis, en banlieue parisienne, le projet de nouveau siège français de l'église de Scientologie fait débat. Ce bâtiment de plus de 7000 mètres carrés comprend un auditorium, des salles d'études et même des saunas. Tout ça au cœur des installations des futurs Jeux Olympiques de Paris 2024. On est juste à côté du Stade de France. Maintenant, vous avez la piscine olympique. En fait, on est au cœur d'une des principales installations des prochains JO. Cet habitant du quartier était l'un des signataires d'une pétition contre le rachat du bâtiment pour 33 millions d'euros en 2017. La municipalité a depuis tenté d'interdire les travaux, mais la justice a donné raison en appel à l'église de Scientologie en décembre dernier.
Ça laisse les villes comme Saint-Denis en prise avec une organisation comme ça, qui est une organisation quand même qui a d'énormes moyens, y compris par rapport à une ville comme Saint-Denis. Ça fait courir un danger, un risque pour les gens de la ville et du quartier en termes de présence sectaire. Et aujourd'hui, chercher une position du ministère de l'Intérieur sur l'installation juste ici de l'église de Scientologie, il n'y en a pas, quoi. L'église de Scientologie compterait plusieurs dizaines de milliers de fidèles en France où elle opère en toute légalité sous le statut d'association. Plusieurs rapports parlementaires ont pourtant qualifié l'organisation de mouvement sectaire, ce que rejette le porte-parole européen de l'église de Scientologie. Il y a des gens en fait de la mairie et de la préfecture contentés par des manières qui étaient fallacieuses d'empêcher les travaux de se faire. Je pense que la meilleure réponse, c'est la réponse de la Cour d'appel qui dit qu'en fait il s'agissait d'un détournement de pouvoir. Un détournement de pouvoir pour un élu ou pour un représentant de l'État, c'est grave. Il y a des gens qui sont racistes, il y a des gens qui sont intolérants. Malheureusement, c'est la réalité aujourd'hui. On doit faire avec, mais quand la justice dit le droit, elle dit le droit. L'église de Scientologie pourra-t-elle inaugurer son nouveau siège avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? C'est possible. La justice a donné jusqu'à fin mars à la mairie de Saint-Denis pour réexaminer la demande d'autorisation de travaux. Cyril Fourneris, Euronews, Saint-Denis.